IDFM 98 de la Mande FM, Radio Anguin, la radio on se sent bien. Une émission ce soir sur la fin de vie. Et j'ai intitulé cette émission « Qui détient Vincent Lambert ?» puisqu'il semblerait qu'il ne soit pas dans la possibilité de parler. Donc l'émission s'intitule « Qui détient Vincent Lambert ?» Salut tout le monde, c'est Mehdi. Une petite vidéo qui concerne un homme qui était infirmier, un homme qui a 42 ans, un homme qui a soigné, voire sauvé des vies, donc des hommes, des femmes, des enfants. Et c'est important, j'insiste bien sur ce point-là, c'est important de parler de ces choses-là. On n'en parle pas assez, puisque c'est un homme qui s'occupait de la vie des gens avant de sa propre vie à lui. Donc cet homme-là, c'est Vincent Lambert, 42 ans, qui a sauvé des vies et qui s'est consacré pleinement dans sa carrière à protéger et à secourir les gens avant de penser même à lui. Je lui rends un grand hommage, une grosse pensée pour lui et également une grosse pensée pour sa famille. Je vous propose ce soir de nous retrouver devant l'hôpital Sébastopol de Reims pour ce rassemblement autour de la maman de Vincent Lambert. Le rassemblement avait lieu le dimanche 19 mai à partir de 15h devant l'hôpital et j'ai donné le micro où j'ai enregistré certains journalistes qui donnaient le micro à des personnes qui se trouvaient devant l'hôpital. Bonne écoute à vous. Je vous demande d'être indulgent en ce qui concerne le son. Il y avait entre 200, moi je dirais 300 personnes devant cet hôpital. Il pleuvait. On entend parfois des bruits de voitures. Enfin, voilà. Soyez indulgents au niveau du son de cet enregistrement. Merci beaucoup. Bonjour pour l'AFP. Non, vous pouvez me poser une question si vous voulez. Et vous êtes qui alors? Alors, eh bien, je suis un Rémois. Votre prénom, c'est comment? Remy. J'ai un nom, je m'appelle Blondet aussi. Bon, Et pourquoi vous êtes là? Eh bien, d'abord pour accompagner Madame Lambert. J'ai déjà marché avec elle dans les rues de Paris, Manif pour la vie, on était quand même presque 50 000. Si vous acceptez qu'on ait une des réponses croisées, je vous dirais que monsieur accompagne Madame Lambert, je l'accompagne également, mais Vincent Lambert, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Tout le monde est susceptible d'avoir des accidents de voiture, des conséquences, et donc on est tous, si vous voulez, des Vincent Lambert potentiels. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez quand on vous rétorque que Vincent Lambert, lui, il a exprimé des volontés? Alors, et son épouse est habilitée à, enfin, si je me retrouve dans son état et que j'ai exprimé à un moment donné un désir de... Oui, mais la loi Leonetti est assez claire, il faut que les désirs soient exprimés par écrit. Aujourd'hui, il y a un doute, et donc le doute doit bénéficier à la vie. Alors en plus de ça, moi je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui vous posez la question, là, je suis apparemment en bonne santé, est-ce qu'il faut s'acharner? Je vous répondrai peut-être non. Mais croyez-moi, moi j'ai croisé M. Pozzo di Borgo qui a quand même subi et s'est retrouvé dans un état plus que handicapé. Sérieux, oui. Eh bien, il a écrit dans ses bouquins que heureusement on n'a pas suivi ses instructions. Heureusement. Parce que quand vous êtes malade, quand vous perdez, vous ne pouvez plus marcher, quand vous ne pouvez plus parler, etc., eh bien, vous changez complètement d'avis. Parce que vous n'avez pas toujours envie de mourir. Bon sang, vous vous accrochez à la vie telle qu'elle est. Alors, dans le cas particulier que je citais à monsieur, votre confrère, c'est que moi-même, j'ai eu un fils qui était sous soin avec une machine de respiration artificielle. Et on a été confronté au fur et à mesure, les jours défilaient, à la question, est-ce qu'on maintient ou non en vie notre enfant ? Jusqu'à l'ultime limite, nous avons effectivement favorisé la vie telle qu'elle pouvait être. Et puis après, si vous voulez, nous avons décidé, avec mon épouse, en commun et avec le médecin, que nous allions appliquer la loi naturelle. C'est-à-dire que ne pouvant vivre par lui-même, parce qu'il ne pouvait pas respirer, sans machine ni rien, nous avons effectivement décidé de l'arrêt des soins. Et mon fils est décédé dans ces conditions. Ce qui n'est pas du tout le cas de Vincent Lambert. Monsieur Vincent Lambert respire. Il a un mode de communication qui n'est pas forcément celui que vous utilisez avec ses parents et ses frères. Donc c'est une personne consciente, vivante, autonome, et il n'est pas dans le cadre de la loi Leonetti, parce que la loi Leonetti s'applique pour un traitement qui deviendrait excessif de maintien en vie. Lui, il n'a aucun traitement. Respirer,
comme je l'ai dit, il le fait, mais manger et boire, ça fait partie des choses, des activités de la vie. On peut pas appeler ça un traitement. Ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi il le tube? Pour une simple raison, c'est que ça dure moins longtemps à nourrir. Or, Vincent Lambert est capable de s'alimenter tout seul, parce que si vous lui donnez la cuillère, il est capable d'ingurgiter, etc., sa nourriture. Ça a été filmé, donc on le voit, c'est pas... Ce qui est le plus embêtant dans l'histoire, c'est qu'il ne donne pas l'autorisation que les parents le récupèrent. Il y a des familles qui ont des enfants comme Vincent Lambert. Une question avant que je vous abandonne pour aller interroger d'autres personnes. Je voulais savoir, vous êtes prêt à rester là tout le temps qu'il faudra aujourd'hui, on est à la veille de quelque chose. Ça n'a pas encore commencé. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai entendu ce matin que les avocats de Vincent Lambert allaient présenter des nouveaux recours. Tout à fait, dont une demande de radiation du médecin. Oui, parce qu'un médecin, c'est fait pour soigner, pas pour tuer. Que ça permette au moins de laisser du temps au temps. D'accord. Bon, là, on est devant l'hôpital qui s'appelle Sébastopol, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est pas l'hôpital principal à Reims. C'est un hôpital c'est fermé. Oui. Porte condamnée momentanément, c'est marqué devant, mais je pense qu'on peut pas rentrer comme on veut dans les hôpitaux maintenant. Hein. Ouais. Comment on fait pour aller voir des malades? Vincent Lambert, depuis 6 ans, il est enfermé à clé dans sa chambre. Ses parents doivent déposer leurs papiers devant un vigile pour pouvoir le visiter. Est-ce que ce sont des conditions normales d'hospitalisation d'un garçon qui, je vous le dis encore une fois, est conscient? On m'a dit que donc on allait faire une sédation, c'est-à-dire qu'on n'allait pas le laisser mourir de faim et de soif, qu'ils allaient faire une sédation demain. Une sédation, c'est une piqûre, ça veut dire qu'on le tue. Ouais, c'est ça. Il a déjà eu ce truc-là il y a Oui, c'est la 4e fois, je crois. Bon, et il a tenu 31 jours. 31 jours sans manger. Oui. Ce qui est le plus étonnant dans l'histoire, c'est qui détient qui. Parce que voilà, il n'a pas le droit de sortir, c'est-à-dire sa mère veut le récupérer. Ouais. Mais à qui appartient Vincent Lambert? À l'État. Normalement, à lui-même. Est-ce que l'État a un pouvoir de propriété sur un patient? Est-ce que le médecin a un pouvoir de détention d'un patient? Alors, par contre, il y a eu quelque chose, moi, qui m'a horriblement choqué, c'est qu'on nomme l'épouse tutrice, comme elle est en bagarre ouverte avec le restant de sa famille. C'est un vrai scandale. Quand il faut un médiateur, il faut quelqu'un de neutre. Mais là, on prend quelqu'un qui est partie prenante du dossier. Ça, c'est un scandale sur le plan juridique. Je comprends pas non plus. L'épouse, elle a deux solutions. Ou elle le fait par amour, c'est assez possible. Des fois, on a des gens. Moi, j'ai pas dit qu'elle n'aimait pas son amour. Mais bon, le problème, c'est pas l'épouse dans cette affaire. Le problème, c'est, si vous voulez, c'est que Vincent est dans une chambre cadenassée et qu'on met un protocole de mise à mort. Voilà. Vous avez parlé d'un article, je ne sais quoi, tout à l'heure, j'ai entendu. Oui, dites-le. Cet article est paru, si j'ai bien compris, hier dans Valeurs Actuelles. C'est le chef de service qui apparemment s'est occupé de Vincent Lambert qui écrit très exactement l'état dans lequel se trouve ce garçon et qui, effectivement, n'appliquerait pas le protocole de mise à mort. Donc ça veut dire que d'autres services en France ne le mettraient pas à mort. Ne le mettraient pas à mort. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est à une semaine des élections européennes. Et on est en train de faire passer un signal que l'Europe, c'est « j'extermine les handicapés ». En 1939, ils avaient des propagandes, ils disaient que ça coûtait 600 000 Reichsmark. Bon, voilà. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le critère qui fait qu'on va... Non, moi ce qui me choque le plus dans l'histoire, alors que je la connais pas trop, c'est que la mère peut pas récupérer son fils. Bah oui, bien sûr. Quelle est la dernière personne la plus aimante en général, c'est la mère. Oui. Il n'est pas sous respiration artificielle, il n'a pas besoin de... Pourquoi ne pas laisser Vincent Lambert rentrer chez sa mère? Tout à fait. Voilà. C'est la question que je me pose. Avec apparemment un certain nombre d'établissements qui ont proposé de le reprendre, parce que c'est vrai qu'il a quand même besoin d'être suivi. Non, mais parce que là, le service, il n'est pas spécialisé pour les États, pour les personnes dans son État. Il y a des établissements spécialisés qui sont prêts à le prendre. La question, c'est pourquoi on ne le laisse pas aller. Vous avez la réponse? Non. Moi, je pense que maintenant, tous ces médecins, ils sont coincés, ils ne peuvent pas se déjuger. On ne dit plus rien parce qu'on ne peut pas attaquer son confrère. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il a? Il a encore son père, sa mère, et il a des frères et des sœurs. Et toute la famille ne peut rien faire. C'est la question, c'est à qui appartient... À qui appartient Vincent Lambert? On va se poser la question. Posez-vous la question si vous avez des enfants. À qui appartient vos enfants? À qui appartiennent vos enfants? Ils sont menacés de vie et de mort. Qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous? Voilà. Bête et ongle, vous allez essayer de les aider. J'avais une sœur handicapée, alors moins, pas très handicapée, qui a eu le malheur de brûler dans son appartement et qui a été brûlée à 70%. Alors vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire en médecine. À 70%, quand elle est sortie était aux urgences CHU à Reims là-bas, elle m'a dit pronostic vital. Bon. Eh bien, elle a passé 1 an dans tous les hôpitaux de France.
Elle a été à Reims, elle a été à Metz, où elle a été greffée pendant 4 mois sans arrêt. Eh bien, elle s'en est sortie. Elle est décédée 20 ans plus tard d'une embolie ou d'un truc comme ça. Elle a eu une vie à peu près normale. Heureusement, la figure n'était pas brûlée. Vous voyez, bon, alors, elle n'était plus une gamine. Mais vous voyez, il y a des moments comme ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben voilà, parce que, bon... Et puis il y a heureusement des miracles. Il y a des miracles. Il y a des gens qui sont dans le coma et qui tout d'un coup se réveillent. Mais il n'est pas dans le coma là. Moi je pensais qu'il n'est pas dans le coma. La seule chose, il peut marcher tout seul, non? Non, ça il peut pas marcher. Il peut bouger un petit peu une jambe ou quelque chose comme ça. Mais il faut dire que bon, s'il n'est pas sorti depuis 10 ans, même sorti au soleil. Il n'y a pas de kiné. Il n'y a pas de kiné, il n'est pas sorti au soleil. Comment voulez-vous qu'il soit le mettre au soleil un peu? Il n'a pas de massage, il n'a rien. Il n'a pas tous les soins qu'ont les handicapés qui sont alistés en permanence. Merci beaucoup. Vous voulez me dire des choses? Moi je prends que du son. Ah bah non, je ne veux rien vous dire. Non, moi, je prends que du son. Non, ça y est, j'ai tout dit là, ce monsieur. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, c'est la tente de la mort. C'est la tente de la mort. Ben, évidemment, mais on la vit le mieux qu'on peut. Mais pour autant, dès qu'on vient au monde, on sait qu'on va mourir. C'est quand même... On ne le sait pas tout de suite. Hein. Il faut quelques années pour s'en rendre compte. Oui, mais enfin, bon... Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Et là, vous êtes là pourquoi aujourd'hui alors? Je suis là parce que je suis venu voir le groupe, un peu me renseigner. Je viens voir ma petite maman qui est à la maison de retraite. Ça fait des semaines qu'on ne peut plus rentrer nulle part ici. Ah bon? On est bloqué, bah oui, tout est bloqué. Si vous voulez aller à la cafétéria, c'est non, on ne peut pas y accéder. Et les infirmières qui nous regardent. On ne peut pas y accéder à cause de l'histoire. Ah non, Vincent Lambert, il est pour rien. C'est pas lui qui décide de ça, le pauvre garçon. Regardez, les infirmières nous regardent par les fenêtres, là. Bah, elles ont le droit. Elles sont aussi en prison, là. Regardez, elles sont aussi enfermées. Donc tout est fermé, on ne peut pas rentrer depuis des semaines. Non, bah elle travaille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à la cafétéria, on ne peut pas aller acheter un journal, on ne peut pas... On peut pas aller faire pipi. Mais si, dans la chambre de maman, il y a des toilettes tout de même. Oui, non, mais vous, parce que vous avez votre mère, vous laissez votre carte d'identité quand vous y allez, vous? Évidemment, non. On entre par l'entrée à l'autre bout. Tandis que la maman de Vincent Lambert est obligée de laisser sa carte d'identité à chaque fois qu'elle vient. Vous vous rendez compte? Ils doivent bien la reconnaître quand même depuis qu'elle vient, cette femme. Tous les jours, il faut qu'elle laisse sa carte d'identité. Tous les jours, elle vient pas tous les jours. Vous êtes mal informé. Je sais pas, quand elle vient. Vous êtes mal informé. Nous, on a tous les bruits, parce que les infirmières, elles vont à la cafette. Donc vous venez voir votre maman? Ouais, moi je vais voir maman, puis là je viens de me garer juste à côté, donc j'ai dit tiens, je vais voir, là, habituellement je rentre là, vous voyez, pour aller sur le parking. Bah, aujourd'hui on ne peut pas aller sur le parking. Mais ça c'est rien du tout, si ça sert au jeune homme, moi je suis pour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Je pense que je veux pas la vie à n'importe quel prix. Et si les médecins me disaient, on me disait votre fils est dans le coma, ou il est à l'état végétatif, ou je ne connais pas, je suis pas médecin, je dirais il faut le renvoyer vers la Vierge. Et voilà. Je prendrai ma décision à contre-cœur, évidemment. Mais c'est vous qui décideriez. Oh oui. Là, la mère a rien à dire. Bah si, elle a à dire, puisqu'elle s'est toujours prononcée contre l'arrêt des soins. Donc elle l'a dit, depuis 10 ans, madame. Mais je sais, non. Donc mais ça là, va s'améliorer demain. Demain, ils doivent faire une sédation, je ne sais quoi. Ils doivent le tuer, il n'y a pas d'autre mot. Et elle n'a rien à dire. À qui appartient Vincent Lambert? C'est pas moi de juger. Hein. Qui suis-je pour juger? Merci, monsieur. Bon, il y a du monde. Je cherche à interviewer des gens. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là? Vous êtes? Je suis une radio en région parisienne. Qui s'appelle? IDFM Radio Anguin. Pourquoi je suis là? Ouais, vous venez de loin? Ok, je viens de Bretagne. D'accord. Et je suis là parce que je pense que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Il est juste en vie, comme nous tous, et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas arrêter de le nourrir et de l'hydrater. Et de lui faire une sédation. Et de lui faire une sédation, voilà. C'est pas possible. Sous prétexte que... Le prétexte, j'arrive même pas à le comprendre, puisqu'il est en vie, jusqu'à preuve de contraire, il est en vie. Ah, il n'est pas en fin de vie. Non. Merci, c'est bien d'être venu de Bretagne. Vous êtes breton aussi, vous? Oui. C'est bien la Bretagne. Vous avez à peu près son âge, hein? Moi j'ai 10 ans de moins. Mais j'ai l'âge qu'il avait quand il a eu l'accident. Quand il a eu l'accident, ouais. C'était un accident de moto ou de voiture, vous savez pas? De mémoire moto, ouais. Ok. Donc c'est aussi pour tous ceux qui sont dans le même cas que lui et qui risqueraient après de subir le même sort. Complètement, parce que c'est la porte ouverte.
voilà, à des économies, dans les hôpitaux. Tout à fait, on sait bien. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. On a de la chance, il ne pleut pas trop. Ouais. Madame, vous voulez me dire pourquoi vous êtes là? Vous avez pas envie? Si, mais c'est pas admissible de ne pas respecter la volonté des gens. Donc il y a une volonté. Aussi. Je viens de Paris. Oui, comme moi. On va prier pour lui. Merci madame. À votre avis, il y a combien de personnes? 200 personnes. Je fais du son moi pour une radio associative en région parisienne. D'accord. Vous voulez me dire pourquoi vous êtes là, vous? Non, Vous voulez pas? Enfin, vous y êtes, c'est déjà bien. Merci. Alors, il y a des chapelets, des gens qui égrènent des chapelets et qui prient. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Il y en a qui ne sont pas croyants, madame, mais ils sont quand même là. Oui, tant mieux. Au contraire. Il faut que j'aille. C'est quoi croire? Alors j'avoue que c'est quand même un peu... je trouve pas le mot. Émouvant. Une pancarte, je suis Vincent Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous permettez de prendre du son, que du son? Oui. Vous êtes Vincent Lambert? C'est un slogan en fait, comme il y en a eu plein pour d'autres manifestations. En fait, je suis fragile comme lui et j'aimerais pas qu'on me tue si je suis malade en fait. Voilà. Je voudrais qu'on me donne à manger si je peux pas manger et simplement ça. Il y a des gens dans son état qui se sont réveillés en fait après des années de. Mais il n'est pas endormi en plus. Il n'est pas endormi pour l'instant. Enfin, il n'est pas dans le coma. Ils veulent l'endormir. Après, ouais, mais voilà, il n'est pas en fin de vie. Il n'est pas dans le coma, surtout, ouais, c'est important. C'est ça, il n'est pas dans le coma, tout à fait. Il y en a beaucoup qui le disent et en fait, il regarde. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il pense. Il y a un livre qui m'avait touchée, c'était Une larme m'a sauvée. Ouais, Une larme m'a sauvée, c'est une dame qui était dans le coma et en fait qui ressentait tout et qui avait aucune réaction en fait, même si on lui faisait mal, elle réagissait pas. Donc ils avaient déduit qu'elle n'avait pas de douleur et en fait c'était complètement faux. Et elle s'est réveillée et voilà. Et il y en a encore une en Allemagne qui s'est réveillée il y a 1 an et qui vient juste d'en parler parce qu'il voulait être sûr qu'elle était bien remise de son coma et elle était dans le coma depuis 10 ans. Donc c'est même pas, enfin voilà, elle était dans le même état je crois que Vincent Lambert en fait, donc même pas un coma en effet. Oui, et puis il y avait une histoire avec un papillon dans le titre, je sais plus là. Ce monsieur qui communiquait uniquement avec les yeux. Ça existe aussi, en effet, ouais. Mais là, il n'est pas tellement bien pris en charge pour qu'on puisse communiquer avec lui. Il y a aussi des personnes handicapées où quand on les connaît pas, on a l'impression qu'on peut pas communiquer avec elles. Et en fait, en restant avec elles, il y a d'autres manières que le langage verbal en fait pour communiquer. Et voilà, peut-être que si on faisait vraiment, s'il était bien pris en charge. Voilà, il y a d'autres hôpitaux qui se proposent de le prendre, mais on ne donne pas l'autorisation. Voilà, c'est ça, c'est vraiment se servir de lui pour la cause de la mort, voilà, passer des lois sur l'euthanasie, clairement. Enfin, voilà. Quand on dit que c'est l'acharnement thérapeutique, c'est pas du tout l'acharnement thérapeutique de donner à manger. On peut donner à manger même sans machine, quoi. Il a une gastrostomie, mais voilà, c'est juste une petite intervention qu'il a eu à l'estomac et on donne directement dans l'estomac on n'est pas obligé de prendre des machines, je pense pas, donc voilà. Et le laisser à sa mère? Pourquoi ne pas le laisser à sa mère, à ses frères et sœurs? Tout à fait, oui. C'est ça qui fait le plus peur, c'est à qui on appartient. Oui, tout à fait. À qui décide? L'État contre l'avis de l'ONU en plus, quoi. Les droits de l'homme sont bafoués complètement. Voilà. Il parle de la loi Leonetti. La loi Leonetti, c'est sur la fin de vie, ce qui n'est pas du tout son cas, quoi. Donc, il n'a que 40 ans. Voilà. Et puis qui sait, peut-être que ce qu'il vit en ce moment, c'est peut-être pas si mal que ça. Tout à fait. Pour lui, peut-être qu'il n'a pas envie de se réveiller tout de suite. Complètement, il se réveillera peut-être un jour et on ne sait pas du tout. On ne sait pas ce qu'il ressent. Il va se réveiller parce qu'il y a plein de gens qui prient pour lui. Oui, complètement, voilà. C'est une radio en région parisienne, Radio Anguin. D'accord, je connais, je suis à Pontoise. Donc... Militant du traumatisme crânien, parent et par ailleurs je suis médecin.
C'est insupportable. Quand on vous parle d'acharnement thérapeutique, etc., vous, en tant que médecin, c'est quelque chose qui, dans le cas de Vincent Lambert, on ne doit pas faire d'acharnement thérapeutique, j'entends bien. On ne doit pas non plus faire mourir les gens. Donc il y a un équilibre à trouver. On a la chance en France d'avoir une législation qui le permet, c'est-à-dire d'apprécier dans leur singularité toutes les situations. Le Conseil d'État l'a bien dit à l'occasion de sa première décision. Par ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis au Conseil d'État, a dit que dans les situations d'incertitude maximale, on ne pouvait prendre une décision de ce type que dans le cadre d'une délibération collective. Aujourd'hui, il n'y a pas de délibération collective, il y a une consultation collégiale et il y a une décision médicale qui s'impose à tous. Et en faisant ça, on confisque la décision, et en confisquant cette décision, d'abord on considère qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Donc moi je me fais beaucoup de soucis pour les 1700 personnes en situation comparable, parce qu'une appréciation médicale ne permet pas de décider de ça. Il faut que ça soit l'ensemble des gens qui ont aimé la personne qui se rassemblent pour pouvoir être capable de dire est-ce qu'il aurait voulu être dans cette situation-là ou pas. Et après on peut se poser la question de est-il bien raisonnable de continuer. Mais c'est pas médical ça, c'est collectif. Et en tout cas, une division comme c'est le cas là dans. Quand il y a une décision, on peut pas décider. Et là, en l'occurrence, on a commencé par avoir une décision, une initiative médicale qui a clivé la famille. Et après, on est à la 4e décision et on peut toujours pas décider parce qu'on est dans une impasse irréconciliable. Et c'est une erreur tragique et c'est le constat d'un échec. L'affaire Lambert, c'est le constat d'un échec, d'une procédure collégiale qui n'a pas rassemblé tout le monde. Et tant qu'on considérera que les médecins sont les seuls à devoir décider, on aura des situations comme ça. Très bien résumé. Je peux prendre votre nom? Je m'appelle Philippe Petit. Philippe Petit, d'accord. Merci beaucoup. Et vous faites partie, le nom de votre association, je ne sais pas si vous êtes tous les deux dans la même... On est une fédération, Josette Bury est présidente d'une association de familles de 7 régions, et moi je suis membre de la fédération nationale, l'Union des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés. Et au sein de cette association, je suis référent pour les personnes comme M. Lambert, c'est-à-dire les personnes en état végétatif chronique et post-relationnel, parce que moi, la vie a voulu que j'ai un fils dans cette situation depuis 14 ans, et moi, j'ai pas envie d'être confronté demain à un confrère qui me dira « la vie de votre fils, c'est de l'obstination déraisonnable ». La vie de mon fils, c'est une vie comme une autre, d'une personne vulnérable. C'est le regard Aujourd'hui, on nous dit ces personnes-là ne sont pas des handicapés. C'est quoi alors ? C'est quoi, Madame Buzyn a osé dire quand on est vulnérable à ce point, si on n'est pas une personne handicapée, on est quoi? Un mort en sursis? Un mort en sursis. Mais on est tous des morts en sursis. Bah oui, mais on n'est pas pressé. Bah oui. Mais moi, en plus de ça, j'entends très bien que quelqu'un qui est avec un cancer impossible ou une maladie qui souffre, etc. À votre avis, est-ce qu'il souffre? Ça, personne ne peut le dire. Maintenant, les médecins se divisent aussi. Comme je vous dis, d'un côté, il y a le médecin de soins palliatifs, de l'autre côté, il y a le médecin de rééducation. Pouvez vous représenter, s'il vous plaît? Kiefer, Catherine. KIEFER. Je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Où ça? À Villeneuve-la-Garenne. D'accord. Et vous avez fait le déplacement? Faire passer quel message aujourd'hui? Mais que Vincent n'est pas en fin de vie. Vincent est un handicapé très sévère, un polyhandicapé si vous voulez. Il est handicapé sur le plan moteur, sur le plan cognitif, mais il n'est pas en fin de vie. Et que l'alimentation et l'hydratation, bien sûr qu'on l'arrête en fin de vie quand quelqu'un va mourir. Et bien sûr qu'on fait des limitations thérapeutiques, même pour ces patients-là. Mais on ne le fait pas quand ils vont bien. Quand ils vont bien, on les laisse vivre et eux-mêmes, je dirais, on essaye de leur permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles. À quoi ça sert de sauver des personnes en réanimation, d'investir des moyens immenses pour leur sauver la vie et ensuite on ne leur donne pas les moyens de vivre? Donc ça, c'est une question qu'on a posée déjà à la fin des années 90 et ça aboutit à ce qu'on appelle la circulaire de 2002. La circulaire de 2002, elle a créé les unités EVCEPR. Vincent, il n'est pas dans une unité adaptée à son état. Vous voyez, il faudrait qu'il soit dans une unité EVCEPR où on fait de la stimulation. C'est des unités spécialisées pour les personnes en état végétatif et post-relationnel. On fait des projets de vie avec eux et avec leur famille. On organise des sorties. Bien sûr, on gère les complications médicales, etc., comme c'est fait ici. Mais en plus, au lieu de faire un projet de mort en disant de toute façon sa vie n'a plus de sens, on va l'accompagner pour mourir, nous on fait des projets de vie. Genre, j'ai un patient par exemple qui est fan de l'OM, quand l'OM passe au Parc des Princes, sa famille l'emmène.
Ils sortent, on fait une permission spéciale, ils rentrent à 23h le soir, mais il est allé au Stade de France. Et ce sont des patients, quand ils sont stimulés, vous voyez qu'il y a des émotions. C'est pas parce qu'ils peuvent pas parler qu'il n'y a pas des émotions et des moments où ils sont bien, des moments où ils sont pas bien. Et ça, on le perçoit très bien. Les familles, elles le perçoivent très bien. Mais jamais. C'est une affaire d'ordre familial, d'ordre religieux, d'ordre éthique. Alors justement, c'est ni religieux, ni familial. C'est de l'ordre de l'humain. Moi, je suis pas catholique, je suis pas extrémiste de rien du tout. Je suis simplement médecin et j'essaye de faire en sorte que ces patients soient le mieux soignés possible. Et de bien les soigner, c'est quand même ce qu'on leur doit. Sinon, il ne fallait pas leur sauver la vie. Vous voyez, quand on sauve la vie à quelqu'un, ensuite on essaie de s'en occuper. C'est pour ça qu'on a fait ces unités. Voilà, donc ici, il n'est pas dans une unité adaptée. La philosophie médicale est une philosophie de soins palliatifs. Certes, ça respecte la loi Leonetti. La loi Leonetti le permet. Le Conseil d'État l'a dit, la CDH l'a dit. C'est possible, on peut le faire. Mais est-ce que c'est éthique de le faire? Nous, on pense, médecins de rééducation, et je ne suis pas toute seule, parce qu'il y a un truc qui sort demain dans Le Monde, une tribune, on est 60. Nous, on pense que ces patients-là, ils méritent qu'on s'en occupe. D'accord? C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, nous donner leur avis, qu'il ne faut pas s'en occuper. Voilà. Et sur la vie, il ne peut pas nous donner son avis. Il ne l'a pas écrit, il ne l'a pas dit de façon homogène à tous les membres de sa famille. Pourquoi on privilégie une personne qui dit qu'il aurait voulu mourir par rapport à toutes les autres qui disent qu'il n'aurait pas voulu mourir? Vous voyez, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est une responsabilité médicale. Je dirais maintenant, les médecins se déchirent aussi. Ce n'est pas qu'une histoire familiale et de catholiques extrémistes, c'est une histoire médicale aussi. Parce que les médecins de soins palliatifs et les médecins de rééducation, on ne gère pas les choses de la même façon. Nous, les patients, je vous dis, j'ai un patient, il est dans mon service depuis 20 ans. Encore aujourd'hui, quand sa famille vient, il est mis au fauteuil, il sort, il rigole. Quand c'est son anniversaire, ils amènent le champagne pour son anniversaire et lui en mettent 3 gouttes dans la bouche et tout le monde est content. Et l'État paye et nous payons des unités comme ça. Ça a été prévu dans les soins en France. Alors il faut sortir Vincent de l'unité où il est, qui est une unité où on ne fait qu'un projet de mort depuis des années, et le mettre dans une unité EVC-EPR où on va s'en occuper avec un projet de vie. Heureusement qu'il y a des médecins qui se bougent. Hein. IDFM 98 de l'Amande FM, Radio Anguin. Il y a la maman qui arrive. On est très nombreux, je pense qu'on est, je vois pas combien on est. Il pleut des cordes. Et je la verrai pas. Et il pleut encore plus fort pour annoncer son arrivée. Ils vont pas ouvrir les portes. Pourquoi tout le monde se précipite vers les portes? Parce qu'il y a la mère de Vincent Lambert, je pense, et peut-être son mari qui sont là. Ouais, on verra rien avec les parapluies en plus. Pourquoi vous êtes là, vous? Moi, je suis là pour faire nombre. Je suis juge des tutelles. J'en vois plein des gens comme Vincent Lambert et je suis scandalisé par ce qui arrive, qui est conforme à la loi, mais les décisions sont illégitimes là, parce qu'il y a un comité international qui est suivi, qui est saisi, que le comité a indiqué qu'il allait donner son opinion, qu'on n'attend pas son opinion avant de faire quoi que ce soit, et qu'on entame la... Et qu'on le laisse même pas sortir de l'hôpital, alors qu'il y a un truc bizarre là. Alors qu'il est, même si son handicap résulte d'un accident, mais c'est un grand handicapé. Des gens comme ça, tous les juges des tutelles en voient, et ils ne sont pas condamnés à des soins palliatifs en attendant la mort. Il y a effectivement des SMPR qui existent pour les prendre en charge comme il faut. Et là, ça n'a pas été mis sous une tutelle, c'est la femme qui a été... Alors l'épouse est tutrice. Oui. Mais est-ce que c'est légal ça? Oui, c'est légal, parce que la tutelle a vocation à être exercée en fonction du choix de la personne protégée par son conjoint, ou alors les membres de sa famille. Mais dans le cas de Rachel Lambert, il y avait un conflit d'intérêt évident, puisqu'elle souhaite que son mari décède, enfin qu'elle se mit fin à ce qu'elle pensait être des souffrances, et que ce qu'elle suppose être sa volonté soit respectée. Et ça a privé, je pense, Vincent Lambert d'un recours devant la CEDH, parce que lorsque une des décisions était attaquée, la Cour européenne, l'action de ceux qui invoquaient des traitements inhumains, etc., a été écartée au motif qu'il n'avait pas qualité pour la présenter. Seul Vincent Lambert aurait pu le faire. Et il ne pouvait pas parce que c'était pas la bonne personne qui le représentait. Il aurait fallu nommer un tuteur ad hoc. Voilà, il aurait fallu, puisqu'il y avait un conflit entre la mère et la fille, enfin et la femme, il aurait fallu prendre quelqu'un extérieur pour, au moins, ne serait-ce que pour cette action, pour le faire représenter et qu'on puisse évoquer devant la Cour européenne le caractère inhumain, dégradant, etc., plutôt
plutôt que la simple conformité de la loi Leonetti à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Voilà. Donc il y a des choses qui ont été ratées et beaucoup d'autorités se sont lavé les mains en disant c'est pas ma compétence, c'est pas ceci, c'est pas cela, et c'est un peu dommage quand on parle de vie et de mort. C'est ça qui me choque. Surtout que ça va ouvrir la porte à d'autres choses. Ah oui, on nous dit qu'il y a 1500, 1700 personnes qui sont dans la même situation, je veux bien le croire, et qui, elles, sont à SNPR ou à domicile chez leurs parents. Il y avait un monsieur qui vient de prendre la parole. Là, Mais là, elle voudrait reprendre son fils chez elle et elle n'a même pas le droit. C'est ça qui est fou. Oui, à qui appartient Vincent Lambert? À personne, il appartient à lui-même. Mais je pense qu'il devrait, là, ce qu'il faudrait, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème déjà de prudence de la part du docteur Sanchez. S'il met en place le processus de privation de soins, c'est légal, c'est conforme à la loi Leonetti, au Code de la santé publique, mais par contre, il y a un risque d'inconventionnalité par rapport à la Convention internationale de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, parce qu'il y a l'article 25 de cette convention qui dit qu'on ne peut pas priver une personne handicapée d'eau et d'alimentation pour un motif discriminatoire. Donc le motif discriminatoire, là, il est facile à trouver. Il y a des tas de gens qui sont dans la même situation que Vincent Lambert et qui, eux, ont de l'eau et de l'alimentation. Pourquoi est-ce que lui, on en prive? Ils veulent faire une sédation, bien sûr. Ils ont déjà privé, il paraît qu'il a tenu 37 jours déjà. Comment? Déjà, il a été privé, il a vécu 37 jours déjà. Ah oui, je sais. Donc il a envie de vivre. Ils avaient simplement réduit c'est difficile d'interpréter. Ouais. Le Conseil d'État avait fait la synthèse de tous ces signes dans son arrêt de 2015 en disant qu'on ne pouvait pas conclure dans un sens ou dans l'autre parce que pour certaines infirmières, ils présentaient de temps en temps des signes de souffrance. Les parents interprétaient la survie pendant 37 jours, pendant le jeûne de 37 jours comme une volonté de sa part de survivre. C'est difficile de conclure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est imprudent d'entamer la levée des soins et la levée de bloquer l'alimentation et l'hydratation alors que l'ONU a été consultée, que le comité a demandé la suspension et qu'il va statuer. Il va statuer même si Vincent Lambert meurt. Ils peuvent statuer apparemment dans plusieurs mois. Oui, voire plusieurs années. Il y a plusieurs ans, ça fait 11 ans qu'il est dans cet état. Et les mesures provisoires, semble-t-il, d'après un expert en droit international, ne contraint pas. Ces mesures ne contraignent pas Absolument. La France. Oui, mais je pense qu'on est dans un. C'est pas parce que la France n'est pas contrainte mais je suis d'accord avec vous. Que le gouvernement ne peut pas être prudent. Bien sûr. Et en termes d'image et faire un geste en plus qui serait bien reçu. Ne contraignent pas la France, alors même que celle de la France fait partie des pays qui ont signé cette convention internationale. Et qu'elle a signé le protocole additionnel qui permet justement de faire des observations. Voilà où on en est. Et je pense qu'il y a un problème aussi dans la loi Leonetti, parce que le cas de Vincent Lambert montre qu'on peut juridiquement mettre à mort des handicapés. Des gens qui ne sont pas en fin de vie. Qui sont pas en fin de vie. Voilà. Et alors, le cas de Vincent Lambert, il est pas en fin de vie. Et dans un cadre où on n'est pas certain des intentions de la personne, puisqu'il y a la mère l'épouse de Vincent Lambert, je crois, son neveu, disent qu'ils l'ont entendu parler, exprimer sa volonté, dire qu'il ne voulait pas être maintenu en vie si jamais il se retrouvait dépendant. Ce qui est tout à fait possible. Je crois que personne ne conteste qu'il ait pu dire ça. Mais il l'a pas écrit. Il l'a pas écrit et c'est une décision gravissime. Alors que la loi Leonetti, les directives anticipées, ça existe depuis 2005. Et la convention, et ce problème de convention internationale, la convention, elle est entrée en vigueur en 2010 en France et elle a été adoptée à l'Assemblée générale de l'ONU en 2007. Donc après la loi Leonetti. Donc il y a des éléments juridiques nouveaux. Mais est-ce que son cas a déjà eu lieu en France ou est-ce que c'est le premier cas? Je ne saurais pas vous dire. Je veux dire d'un point de vue juridique, une affaire aussi importante. Oui, c'est-à-dire est-ce que ça s'est déjà produit en France sans qu'on le sache? On ne peut pas le savoir. Ah, des euthanasies, vous voulez dire de grands handicapés? Je suis dans l'incapacité de vous répondre. On n'en sait rien. Je suis dans l'incapacité de vous répondre. C'est possible. C'est un exemple. Y compris des mises à mort qui ne relèvent pas du tout d'une euthanasie sauvage par la famille. Par tendance idéologique à agir de cette façon. À abréger les souffrances, mais est-ce qu'il souffre? On ne sait pas. On ne sait pas. S'il souffre, s'il est bien, mais est-ce que la volonté qu'il a exprimée il y a 11 ans, 12 ans, est encore... Est-ce qu'elle signifie encore quelque chose aujourd'hui? Vous voyez, c'est compliqué cette histoire de volonté. Avant la dernière réforme de la seconde loi de Leonetti, quand on faisait des directives anticipées, elles étaient valables 3 ans. Et ça a été supprimé avec la réforme de 2016. Mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, que c'était une matière, voilà. Alors aujourd'hui, on peut changer d'avis comme on le souhaite. Mais il faut l'écrire. À tout moment. Ensuite, il y a un problème. Non, alors, il y a un problème de preuve. Il faut pouvoir le prouver. Et c'est le problème de Vincent Lambert. Il y a une partie de la famille qui dit qu'il a exprimé de manière orale cette volonté. Et puis,
parti qui s'oppose. Voilà. On suit la maman, non? L'instinct grégaire. Comment? C'est l'instinct grégaire. Je reste sous le parapluie, moi. Alors là, on déambule devant l'hôpital. Ça fait une petite marche, pas très silencieuse, vous l'entendez. On longe l'hôpital. Je suis en tête de cortège. Il y a beaucoup de photographes, de caméramans. Et la maman de Vincent, je crois, ne veut pas s'exprimer. Elle est là. Je ne sais pas où on va. Et il pleut. Et il y a sûrement le père de Vincent aussi, qui a énormément de mal à marcher. Un homme d'un certain âge. Donc la maman, en tête de cortège, avec un monsieur âgé derrière, qui est maintenu, pauvre homme, très digne. Je sais pas où on va là. Où on va? J'en ai les larmes aux yeux. Vous avez vu le grand-père derrière? Et là, on arrive sur une petite place qui est la place Marguerite Rousselet. Et c'est très étrange parce que le cortège est arrêté, il reste que les journalistes. Est-ce qu'elle va parler? Non. Ils sont en train de le tuer. C'est de l'euthanasie déguisée. Bonjour Viviane, je tiens à vous soutenir parce que ma maman s'est battue nuit et jour pour sauver mon frère Philippe du coma, qui a été sous coma pendant 6 mois, qui s'en est sorti, alors que les médecins disaient qu'il était condamné. Donc je suis de tout cœur avec vous. On lui a donné du muguet, c'est émouvant. Hein. Oh, mais c'est de calvaire. Regardez ce pauvre. Il tient pas debout, le papa. Ouais. Ce que je trouve moi, je suis contente de vous avoir vu, Véronique. Il est gardé par une brigade antiterroriste, comme si c'était ça fait penser un petit peu au tombeau du Christ, vous savez, de peur qu'on enlève le corps. Mais c'est un pauvre handicapé qui est maintenu dans un centre qui ne convient pas à sa pathologie, puisqu'il n'est pas en acharnement thérapeutique. Les gens ne comprennent rien, ils disent il est sous acharnement thérapeutique. Autant le débrancher, mais il n'est pas branché, il n'est pas sous assistance respiratoire, il n'est pas dans le coma, il n'est pas en fin de vie, il est simplement en état aussi relationnel. Donc ça veut dire qu'il a quand même des stimuli et qu'il doit être transplanté dans un centre qui traite la pathologie qu'il a, c'est-à-dire un très lourd handicap, certes, mais qui est évolutif quand même. Et d'ailleurs, certains experts l'ont dit, voilà. Et donc la maman rentre toute seule avec le grand-père et ça se referme comme les portes d'une prison. Puisqu'il n'y a plus d'espoir, puisque ce n'est qu'une question d'heure, l'enfant que j'aime au-delà du miroir, laissez-moi lui donner mon cœur et m'offrir en sacrifice. Je veux pouvoir sauver mon fils, prenez ma vie pour en finir. IDFM 98 de l'Amande FM, Radio Anguin. La foule, ah bah ça y est, ils arrivent. Tout le monde arrive. J'étais avec des amis, je les ai perdus. Et alors, il faudrait que la pluie s'arrête, ça serait bien. Il faudrait que la pluie s'arrête. Oh, ça, on s'en fiche. C'est peut-être un bon présage. L'eau, c'est la vie. Oh, qu'est-ce que vous allez mettre à Paris? J'avais apporté ça. Sa maman? Vous voyez, non, je lui ai donné un bouquet de muguet. Ah ben je l'ai vu, pour Vincent, oui, elle va lui donner. Puis en plus, il sent bon. Donc vous êtes de Paris, vous? Oui. Il y avait pas mal de gens du 95 aussi. C'est sa photo? Sa photo. C'est la photo de Vincent. Il y a combien de temps, vous savez pas? 3 ans. 3 ans. Il est bien parce que, regardez, c'est sa sœur qui lui montre un petit phare. Puis il regarde le phare avec intérêt. Écoutez, c'est pas un garçon qui est à l'article de la mort, franchement. Non. Hein? Merci. Oh, puis j'avais apporté de l'eau de Lourdes. Attendez, c'est une vieille dame dont je m'occupais,
qui avait plus de 90 ans, qui est morte maintenant. Son fils m'a donné une bouteille d'eau de Lourdes qui date de 1946, qui est claire comme de l'eau de roche. Ah bah c'est elle clair. s'est pas putréfiée. Ah non, mais l'eau de Lourdes, elle se putrefie jamais. Elle se putrefie pas. Ouais. C'est de l'eau de vie. Oui, exactement. Je suis quand même très surpris de la part d'infirmiers qu'aucun ne se pose la question pourquoi il est dans cette chambre qui ne correspond pas, qui n'est pas adaptée à l'état dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'on a des témoignages là, de chefs d'unité justement qui accueillent des cérébrolésés et qui nous expliquent toutes les activités, tous les à côté qu'on peut offrir à ces gens-là. Pourquoi Vincent n'y aurait-il pas droit? Alors les parents de Vincent et son frère sont rentrés dans l'hôpital pour aller le visiter. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ses parents et sa famille, enfin certaines personnes de sa famille peuvent le visiter, mais dans des horaires bien spécifiques. Les contraintes sont énormes et personne d'autre ne peut visiter Vincent. Il est enfermé à clé dans une chambre d'hôpital. Moi-même, je ne peux plus le visiter. Donc ce que je disais à d'autres tout à l'heure, la première fois que je suis venu le visiter, je suis rentré dans l'hôpital. C'était pas ici, c'était un autre établissement. Ça faisait 1 an qu'il était dans cet état. Je suis rentré sans rencontrer personne. Je suis allé jusqu'à sa chambre sans aucun contrôle. Et depuis 2013-2014, c'est comme si on allait à la prison. J'ai montré sa carte d'identité. L'infirmier regarde sur Internet si vous n'avez pas un dossier, vous n'êtes pas fiché, etc., pour savoir qui vous êtes. Je peux vous poser la question sur les fichiers. Comment se fait-il que dans les milieux hospitaliers, des infirmières puissent avoir accès à des fichiers personnels? Ça ne vous pose pas la question, ça? Ah mais moi ça me pose complètement la question. C'est-à-dire que le jour où j'ai voulu visiter Vincent Lambert à l'hôpital et que j'ai dû présenter ma carte d'identité au bloc infirmière et qu'elles ont tapé sur Internet, j'ai juste halluciné. Vous avez prévenu la CNIL? Non, j'ai pas prévenu la CNIL, effectivement. On était tellement stupéfait par la situation que... Est-ce qu'on demande des papiers d'identité dans sur tous les hôpitaux psychiatriques? Alors, non, mais on les demande, mais on ne les contrôle pas. On contrôle, je l'entends. Maintenant qu'on aille faire des recherches sur les gens, non, mais ça etc., prouve que n'importe qui a accès à votre fichier. Aujourd'hui, c'est un glaive de douleur qui transperce le cœur de ma mère. Vincent est handicapé. Il n'est pas en fin de vie. Il respire comme vous et moi. Il n'a même pas de canule. Vincent, nous l'avons encore vu hier. Il était très bien. Docteur Sanchez a décidé d'arrêter son alimentation et son hydratation. S'il arrive à ses fins, nous pourrons dire que la première euthanasie légale aura lieu en France. Et tous ceux qui se frottent les mains à voir cette échéance, demain diront « Mais vous voyez dans quelles conditions il est mort? Il faut abroger la loi Leonetti et faire une nouvelle loi. » Franchement, aujourd'hui, comme j'ai dit ces derniers jours, j'en appelle à ma famille, à Rachel, son épouse, à mes frères et sœurs, qui ne se rendent pas complices de cette barbarie qui s'annonce. J'en appelle au ministre de la Santé,
qui ment en disant que Vincent n'est pas handicapé. Si une personne tétraplégique n'est pas handicapée, qu'est-ce qu'elle est alors? J'en appelle également au président Macron. Il n'y a que lui maintenant, qui peut faire changer la donne. Il s'assied sur les conventions internationales. Il crache au visage de Vincent. J'en appelle également à tous ceux qui ont un pouvoir quelconque pour faire arrêter cette barbarie. C'est vraiment une barbarie. On vous ment en permanence. Vincent n'est branché à aucune machine. Il est seulement alimenté et hydraté comme des milliers de personnes en France. Nous ne savons même pas à l'heure qu'il est. Comment ça va se passer? On n'a aucune information. Et c'est bien ça le problème. Et cette question va nous hantir toute notre vie. Pourquoi on refuse le transfert de Vincent dans des établissements spécialisés? Madame Macron, vous avez des enfants. Vous avez des petits-enfants. Vous comprenez, je pense, la douleur d'une mère et d'un père à qui on annonce qu'on va le laisser mourir et de faim. Contrairement à certains spécialistes, oui, des gériatres. Ce ne sont pas des spécialistes en EVC-EPR. Il y en a plusieurs ici, dans l'assistance, qui nous soutiennent depuis le début. Vous, les journalistes, allez les voir, qui vous expliquent comment ça se passe dans leur service. Comment voulez-vous que Vincent, dans un service de soins palliatifs, puisse avoir un projet de vie? C'est un projet de mort. Depuis des années, nous devons présenter notre pièce d'identité à chaque visite. Nous avons des horaires imposés pour venir le voir. Vous avez vu un communiqué de nos avocats qui est paru aujourd'hui. C'est certainement ce qui va se terminer. Pour nous maintenant, c'est à la prière. Il n'y a plus que ça. Et notre devoir est d'accompagner Vincent. Et comment allons-nous l'accompagner? Nous ne savons même pas encore aujourd'hui. Allez voir. Notre combat, il est forcément pour Vincent, mais il est aussi pour les 1500, 1700 personnes qui sont dans la même situation. Qu'est-ce qui va devenir d'eux après? Les familles sont extrêmement inquiètes. Elles nous contactent régulièrement. Toutes les personnes qui seront en situation de dépendance. Mais nous sommes dans le pays des droits de l'homme. On devrait justement prendre soin de toutes ces personnes vulnérables. Pourquoi les médecins n'ont jamais voulu voir ces vidéos que nous faisons de Vincent avec nous? Je vous assure, régulièrement, Vincent nous regarde, tourne la tête quand nous sommes là. Quand vous arrivez à capter son regard, il y a énormément d'émotions qui passent dans son visage. Lorsque le Dr Tanchet a décidé de nous annoncer sa décision finale, mes parents à qui nous avions demandé d'aller prendre un petit peu de repos, ils pensaient que ces 6 mois qui étaient imposés à la France allaient leur permettre de reprendre un petit peu de force. Ils venaient d'arriver, et là, un mail apparaît, annonçant la décision de mort sur Vincent. Quand Vincent a vu ses parents, il a tourné la tête, il s'est mis à pleurer. Vincent sent ce qui se passe autour de lui. Il y a eu un témoin? Oui, il y a eu un témoin du service qui nous a bien dit, il pleure, parce que précédemment on nous disait qu'il faisait de la conjonctivite. C'est pas drôle. Il vocalise régulièrement. On ne peut pas appeler ça de la parole au sens strict. Mais ça voudrait sortir et ça peut pas. On ne sait pas ce que ressent Vincent. On ne sait pas quel est son degré de conscience. Quand j'entends certains spécialistes dans les médias dire que Vincent a un électrocardiogramme, là, mais nous ne serions pas là aujourd'hui, nous le laisserions partir, nous serions dans de l'acharnement thérapeutique à vouloir continuer. Mais Vincent est handicapé et on ne veut pas lui reconnaître ce droit, alors qu'il a un dossier d'handicap au Conseil général de la Marne. Qu'est-ce qui interdit son transfert? Vincent est sous tutelle. Nous sommes bloqués tant que la tutelle. Nous avions demandé qu'elle soit totalement indépendante à la famille. La famille est tellement déchirée qu'il fallait que la tutelle soit indépendante. Et non, ils ont nommé son épouse. C'est ça qui fait blocage. L'épouse demandait le transfert de Vincent, mais ça fait déjà des années qu'ils ont encore eu 3 établissements qui nous ont dit qu'il y a une place qui est prête, qui attend Vincent. Nous n'avons jamais eu de projet de vie pour Vincent. Jamais. Les médecins manquent d'humilité. Ils nous dit on a tout tenté. Oui, on ne le reproche pas de ne pas l'avoir ramené comme on espérait le revoir. Mais maintenant, son état est stabilisé depuis des années. Avant d'être à Sébastopol, il était à la résidence des Capucins, pas très loin d'ici. Nous pouvions le sortir en fauteuil. Nous pouvions partager des moments familiaux avec nous. Il était parmi nous, partager notre vie. Depuis qu'il est arrivé à Sébastopol, il n'a jamais remis le nez dehors. Il ne sait même plus ce que c'est que le vent qui passe sur son visage. On demande qu'il soit mis en fauteuil. On demande que la circulaire de mai 2002 soit appliquée sur Vincent. Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. Et vous savez, on vous dit qu'ici, c'est un établissement spécialisé. Mais il n'y a plus de lits. Les lits sont fermés en EVC-EPR. Vous allez à l'accueil, c'est marqué soins palliatifs. Alors qu'auparavant, c'était indiqué soins palliatifs, service de EVC-EPR.
Comment voulez-vous que le personnel en soins palliatifs, qui fait un accompagnement à la mort, puisse psychologiquement passer d'une chambre où quelqu'un va peut-être partir dans les jours qui suivent, accompagner les familles, et d'un secours arriver dans la chambre de Vincent et avoir un projet de vie sur lui? Non, psychologiquement, c'est pas possible. J'en appelle également, justement, à tout ce personnel médical qui n'est pas d'accord. Vous savez, ici, beaucoup ne sont pas d'accord de ce qui se passe. Qui le disent, qui disent à Dr Sanchez qu'ils ne veulent pas être des complices de cette mort. Parce que lui, il va arrêter l'hydratation, il va le mettre en sédation profonde, et ensuite, qu'est-ce qui se passera? C'est le petit personnel qui va faire le sale boulot. Est-ce que vous portez plainte contre Sanchez pour homicide? Il y a de fortes chances que ça arrive, que mes parents le fassent. Il faut. Voilà, je vous remercie beaucoup vraiment de votre présence. Voilà, au moment où je monte cette émission pour qu'elle passe ce soir, c'est-à-dire le 28 mai, il y a eu du nouveau. Une marche a été organisée le 20 mai, une marche blanche se dirigeant vers l'Élysée. Je voudrais vous dire que vous étiez tous avec nous à la cour d'appel cet après-midi. Je voudrais vous dire que c'est parce que nous savons que nous sommes portés, que nous pouvons ainsi agir. Depuis 6 ans, il y a eu un certain nombre de grâces reçues, un certain nombre de petits miracles qui ont fait que Vincent est encore vivant. Nous nous sommes battus comme des lions, mais nous ne sommes pas que 2 avocats. Nous sommes vous tous, parce que nous savons que vous êtes avec nous et que vous participez à ce combat qui nous dépasse de beaucoup. Nous ne pouvons pas vivre dans une société du maillon faible. Il n'y a pas de maillon faible parmi nous. Il y a la communauté des humains. Eh bien, c'est ce que Vincent vient nous dire ce soir. Il fait partie de notre communauté, il a toute sa place dans notre société et nous continuerons, quoi qu'il arrive, à le défendre. Parce qu'en le défendant, c'est vous aussi que nous défendons. Merci à vous tous. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements pour Vincent Lambert, une décision tombée hier soir alors que l'hôpital de Reims venait de cesser d'hydrater cet homme de 42 ans en état de conscience minimale et tétraplégique depuis 10 ans. Moi, ce qui me fait peur à l'heure actuelle, à l'heure où on parle de l'inclusion des personnes handicapées, c'est qu'on laisse tomber Vincent Lambert, qui est une personne lourdement handicapée. Ça m'interroge, parce que la dignité ne se détermine pas par sa capacité à parler ou à travailler. La dignité se détermine par ce que nous sommes. Je suis Marc-Henri et il est Vincent, et nous sommes tous les deux 100% vivants et nous partageons la même humanité blessée. La personne handicapée fait partie de l'espèce humaine et a le droit à la vie. Ce qui m'interroge vraiment aujourd'hui, c'est que moi qui suis simplement handicapé, je reçois depuis ma naissance tous les soins nécessaires à ma pathologie, et que Vincent Lambert, en 2019, reçoit aucun soin. La société a perdu la raison à l'heure de la politique inclusive d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit prendre de la hauteur par rapport à l'affaire Lambert et demander son transfert dans une unité spécialisée pour prendre soin de lui. Voilà ce que j'avais à dire. Ce soir je m'en remets à Dieu, pas aux amants blancs et leurs morts. Arrachez-moi ce cœur et qu'il barre à 100 à l'heure. Prenez ma vie pour l'en sortir.